Tout a commencé par le Big Bang. Et 15 milliards d'années plus tard, nous commençons tout juste à comprendre comment fonctionne réellement l'univers. Aujourd'hui, les chercheurs sont amenés à revoir totalement leur position sur les questions clés de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Existe-t-il d'autres formes de vie? Sommes-nous seuls au monde? Y a-t-il de la vie ailleurs qu'ici? Les chercheurs font des découvertes saisissantes. Les composantes de la vie même sont là, dans l'espace. Pour la première fois, nous voyons des astres en dehors de notre système solaire. Et cela nous conduit aux conclusions les plus inattendues. Nous sommes peut-être bien des étrangers sur notre propre planète. Nous sommes de la poussière d'étoiles. La voilà notre histoire cosmique. C'est un voyage au-delà de nos limites. Depuis des temps immémoriaux, l'homme s'est tourné vers le ciel en se demandant s'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans l'au-delà. L'astronome Carl Sagan a un jour posé la question: quelle est la notion la plus effrayante, celle d'extraterrestres venus d'ailleurs ou celle de notre absolue solitude dans cet immense univers? Le docteur Eric Becklin, astrophysicien à l'UCLA, poursuit une quête fondamentale. Il recherche des signes de vie au-delà de notre planète. Si la vie existe sous une forme quelconque dans l'univers qui nous entoure, elle est bien difficile à identifier. D'après le docteur Becklin, ce sont les traces d'hydrogène et de carbone qu'il faut chercher, car ce sont les composants essentiels de toute forme de vie connue. Des scientifiques ont établi que le meilleur endroit à explorer, c'est au-delà du spectre visible, dans le monde de l'infrarouge, là où la vie est chaleur et où la chaleur est lumière. L'astronomie infrarouge mesure la chaleur en présence dans l'univers céleste. Vous pouvez par exemple voir la chaleur de mon visage beaucoup plus intense que celle de mon corps, qui est un peu frais ce soir. Cette flamme, en revanche, est encore plus chaude que vous ne pouvez le voir ici. C'est pourquoi la radiation infrarouge mesure la chaleur d'un objet céleste. Un autre aspect de l'astronomie infrarouge, c'est qu'elle vous permet de mesurer les molécules caractéristiques présentes aussi bien dans l'espace que dans nos organismes. Le fait de voir ces molécules organiques est un indice de vie éventuelle dans l'univers. Vues à l'infrarouge, les galaxies révèlent une étrange réalité, imperceptible à l'œil humain. Un royaume invisible où l'on peut détecter la plus infime quantité de chaleur. Celle de lointains soleils ou des traces d'hydrogène et de carbone qui sont les signes d'une vie venue d'ailleurs. Mais nos télescopes d'ici-bas sont bien limités. La vapeur d'eau contenue dans notre atmosphère fait obstacle à la lumière infrarouge. Aucune montagne n'est assez grande, aucun sommet assez élevé pour vaincre cette barrière. Le seul moyen de percevoir le monde caché de l'infrarouge, c'est de se placer au-delà des nuages pour l'observer. Récemment, le docteur Becklin a envisagé une approche radicalement différente du problème qui mène l'astronomie infrarouge aux confins de notre planète. Mais c'est là une solution qui pousse le docteur Becklin lui-même dans ses derniers retranchements, car elle ravive des souvenirs obsédants. Des souvenirs qu'il espérait bien enfouis à jamais. En fait, j'étais en retard. Je suis toujours sur la brèche avec tous les voyages que je fais pour l'observatoire, et on m'a attribué le tout dernier siège disponible. Le 28 avril 1988, Eric Becklin emprunte le vol 243 d'Aloha Airlines à destination d'Honolulu lorsque se produit la catastrophe. Juste au-dessus de son siège, la carlingue commence à se déchirer. J'ai levé les yeux et j'ai tout de suite compris. J'ai essayé de mettre mon gilet de sauvetage, mais je n'y arrivais pas. Il a fallu que je me dise que j'étais un scientifique tout à fait capable de lire les instructions. Je gardais espoir, et je me disais que le pilote arriverait à nous poser. Plus le trou grandissait, moins j'y croyais, mais on ne cesse jamais complètement d'espérer.
Au-dessus de la cabine de première classe, on aperçoit maintenant le bleu du ciel. La décompression est terrifiante, le vacarme assourdissant, et l'équipage est obligé de communiquer par signes. L'avion est secoué dans tous les sens, mais après bien des difficultés, le pilote parvient à le poser en catastrophe. Il y a un mort et de nombreux blessés. Le docteur Becklin, lui, est sain et sauf. Quelle que soit la peur, je crois que le meilleur moyen de surmonter ce genre de choses, c'est de repartir immédiatement. Et voici qu'Eric Becklin s'apprête à monter à bord d'un autre appareil, offrant une étrange ressemblance avec celui du vol fatal, y compris le trou béant dans le fuselage. Si ce n'est que cette fois-ci, c'est fait exprès. En principe, les avions n'ont pas de trous, mais en fait, ils peuvent voler avec des ouvertures tout à fait considérables. Dans un hangar géant de Waco, au Texas, des ouvriers sont en train de modifier un 747 de la United Airlines pour qu'il puisse accueillir un passager peu ordinaire. Un télescope dernier cri qui risque bien de tout changer sur ce que nous savons de notre univers. C'est un observatoire stratosphérique pour astronomie infrarouge, baptisé SOFIA. À près de 13 000 mètres d'altitude, ce jet spécial va ouvrir son œil géant sur le ciel. Voici le plus grand télescope aéroporté du monde. On peut dire que c'est un très gros avion, un 747, dans lequel on a percé un grand trou et que cette cavité est destinée à recevoir un très gros télescope. Des questions? C'est un gros appareil, très cher. Regardez-le bien tous. Observez le pivot. Faites bien attention, s'il vous plaît. Les techniciens de l'aérospatiale relèvent le défi de remplacer 244 sièges par un télescope de 20 tonnes et 35 000 pièces entièrement nouvelles. Bloquez-le, purgez-le de nouveau. Surveillez l'indicateur avant qu'on touche le fond. C'est la modification la plus complexe jamais effectuée sur un avion commercial. Les mécaniciens ont fort à faire pour renforcer la structure interne d'un appareil dont le centre de gravité a complètement basculé. Tout est repensé et reconstruit de fond en comble, depuis la structure en acier jusqu'au circuit électrique. Il faut poser plus de 10 km de fil et 3 km de câbles en fibre optique. Un chef-d'œuvre d'ingénierie. Avec ses 2,50 m de diamètre, le miroir de SOFIA flottera sur film d'huile infiniment ténu, guidé par un système de gyroscope électronique chargé de maintenir le télescope sur sa cible. Comme ils survoleront les nuages, les chercheurs sentiront bien les turbulences, mais le télescope, lui, n'en souffrira pas. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que tout ce système fonctionnera comme n'importe quel vol, décollant et atterrissant le même jour. SOFIA pourra voler jusqu'aux confins de notre atmosphère pour scruter l'univers en quête d'un signe de vie. À la différence du télescope spatial Hubble, il pourra regagner la Terre ferme en toute sécurité, et ce, en quelques heures. Ce qu'il y a de bien avec SOFIA, c'est qu'on peut y installer les derniers instruments mis au point. Et si quelque chose cloche, le télescope par exemple, on peut aller arranger ça dès le lendemain. C'est possible aussi avec Hubble en lui envoyant des astronautes, mais le coût est faramineux. C'est là toute la différence entre SOFIA et tout ce qu'on a pu envoyer jusqu'à présent dans les nuages. C'est un observatoire transportable qui nous conduira droit aux confins de l'univers. SOFIA va nous permettre d'observer jusque dans les moindres détails ces régions où se forment les planètes et les étoiles. Et peut-être allons-nous enfin avoir des indices sérieux à propos de matériaux organiques sur une autre planète. Spécialisé dans l'infrarouge, le système de SOFIA sera à même de détecter et de mesurer les plus infimes variations de température. Des étoiles, des planètes, et peut-être même des signes de vie demeurés jusqu'à présent cachés aux autres télescopes vont maintenant déployer leur éclatante palette de lumière et de couleurs devant l'œil grand ouvert de SOFIA. Conçu pour un envol en 2004, SOFIA nous enverra des images totalement révolutionnaires qui fourniront peut-être un début de réponse à certaines de nos questions. Non seulement sur ce qu'il y a là-bas, mais aussi sur nos propres origines.
Je crois que tous les humains se posent les mêmes questions, vous savez. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans quelle mesure est-ce que je fais partie de cet univers? Les réponses nous attendent sur d'autres planètes. Des planètes que nous commençons tout juste à découvrir. Le docteur Roger Angel, astrophysicien, veut savoir où sont-ils tous ces extraterrestres. À supposer que l'univers grouille d'autres formes de vie intelligentes, on pourrait se demander pourquoi ces êtres ne sont pas venus nous voir. Tandis que Sophia cherche des traces de vie extraterrestre, le docteur Angel se met en quête des lieux où elle pourrait se développer. Le genre de planète susceptible d'abriter cette vie. Et pour mieux scruter les mondes au-delà de notre système solaire, il travaille à un nouveau télescope tout à fait remarquable. Il ne vole pas, il n'est pas basé dans l'espace, mais à sa façon il sera peut-être plus révolutionnaire encore. Le docteur Angel étudie un usage radicalement différent des miroirs pour une élimination à grande échelle du reflet, permettant aux chercheurs de sonder l'espace en quête de planètes similaires à la nôtre. Tout là-haut, dans le désert d'Arizona, le docteur Angel construit la plus grande paire de jumelles du monde, un double télescope de conception entièrement nouvelle. Ce sera le télescope le plus puissant qui soit, destiné à voir la lumière que dégagent les planètes des autres étoiles. Mais comment construire le plus vaste assemblage de miroirs au monde? 2 plaques de verre géantes pesant plusieurs tonnes et ne présentant pas la moindre aspérité. À l'université d'Arizona, le Dr Angel et une équipe du laboratoire Steward ont élaboré une solution de l'air spatial. Les miroirs présenteront une structure en nid d'abeille géant avec plus de 1600 alvéoles hexagonales en fibre céramique, semblables aux écrans solaires de la navette spatiale. Des tonnes de verre borosilicate de haute qualité sont nettoyées et méticuleusement inspectées puis soigneusement déposées sur le moule. Le futur miroir brille comme un diamant brut, tandis que l'on descend doucement le couvercle du four. Les éléments de chauffage sont allumés. La température s'élève à plus de 1100 degrés Celsius, la chaleur nécessaire à la transformation de ces tonnes de verre en une vitre géante. Chaque phase est assistée par ordinateur, et le responsable du four gère les ordinateurs et toute l'opération. Tandis que le four accomplit 7 tours à la minute, le verre fondu coule comme du miel en un nid d'abeilles géant, et sa surface prend peu à peu sa forme parabolique, idéale pour l'observation de l'univers. Joli. Après plus de 3 mois de lent refroidissement, les miroirs n'accusent pas moins de 18 tonnes sur la balance. Ce qui ne les empêche pas d'être nettement plus légers et résistants que des miroirs en verre massif. Ils produisent en outre une image de bien meilleure résolution. C'est un bienfait inattendu de cette structure en rayon de miel. Étant donné leur faible poids, ces miroirs refroidissent à la fraîcheur de la nuit. Les anciens miroirs en verre massif, eux, restituaient durant la nuit la chaleur accumulée et l'effet de convection altérait la qualité des images. Après des mois de fraisage, de polissage et de traitement anti-reflet, les miroirs de 8,50 m de diamètre sont bons pour le service. Chacun pourrait abriter 5 voitures garées de front et leur surface est si lisse que les variations sont de l'ordre de 25 nanomètres, soit nettement moins qu'un cheveu humain. De la précision chirurgicale à une échelle colossale. Lorsque le grand télescope binoculaire, appelé aussi LBT, sera installé sur le point stratégique du mont Graham, il sera 10 fois plus puissant et plus précis que le télescope Hubble, notre observatoire le plus sophistiqué à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas tout. Il sera affecté à une tâche bien particulière. En effet, une bonne soixantaine de nouvelles planètes ont été découvertes au cours de ces dernières années. Mais on ne les a pas vraiment vues. Étant donné l'oscillation qu'elles impriment à l'étoile, nous savons que ces planètes sont là, mais personne ne les a encore vues.
Et ce parce qu'il est extrêmement difficile de se débarrasser de cette lumière éblouissante à proximité immédiate de la planète. Le LBT sera équipé d'un interféromètre, un dispositif qui permet en quelque sorte d'éteindre la lumière des étoiles. Les ondes lumineuses seront coupées en deux puis reconstituées en déphasées. Juste ce qu'il faut pour plonger l'étoile dans le noir et nous permettre de voir enfin les planètes voisines en direct. Un peu comme à travers de gigantesques lunettes de soleil. Si l'on peut isoler la lumière d'une planète comparable à la Terre en étudiant son spectre, on peut voir ce qui se trouve dans son atmosphère. On peut alors en déduire que si la planète a des océans et de l'oxygène, ce serait un sérieux indice de vie. On repère facilement l'oxygène. Il laisse derrière lui des signes révélateurs, véritables cicatrices à la surface de la planète. Au commencement, l'oxygène a été l'un des composants essentiels de l'atmosphère terrienne il y a quelques 2 milliards d'années, lorsqu'une sorte de limon verdâtre a recouvert la planète. À ce moment-là, la vie a complètement chamboulé l'atmosphère en l'emplissant d'oxygène. Car l'oxygène est un composant chimique extrêmement corrosif. Il oxyde tout. C'est ainsi que la vie a commencé par transformer radicalement les rochers sur Terre. C'est la vie qui a créé les somptueuses couleurs du Grand Canyon. En se penchant sur le spectre, on cherche à voir si pareilles choses sont arrivées à d'autres planètes, si elles ont été complètement investies, transformées par la vie. Cela se voit. Dans les années à venir, quand le LBT sera enfin terminé, il nous fera traverser l'univers pour nous montrer de façon plus claire et plus précise ce qu'il y a de l'autre côté. On s'est beaucoup demandé s'il existait une forme de vie ailleurs, ce que nous percevons comme la possibilité d'une autre vie intelligente. S'il n'y a pas de limon verdâtre, il n'y a probablement pas de vie intelligente non plus. Et si ce télescope nous permet de localiser d'autres êtres dans l'univers, il nous aidera peut-être aussi à répondre à une question plus lancinante encore. Les graines de la vie ont-elles germé sur Terre ou sont-elles venues d'ailleurs ? Chaque année, plus de 40 000 tonnes de débris, de météores et de comètes percutent l'atmosphère de la Terre. Serait-il possible que des chercheurs accèdent aux secrets de nos origines cachés dans la tête d'une comète ? En 1994, la comète de Shoemaker-Levy 9 a heurté Jupiter de plein fouet. Elle a provoqué à la surface de la planète des explosions 600 fois plus violentes que ne l'aurait fait notre arsenal nucléaire tout entier. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que des comètes pourraient bien avoir eu un effet générateur de vie sur notre planète en lui apportant de l'eau, des composés organiques et plus de 70 sortes d'acides aminés. Ces météorites ont-elles vraiment semé des graines de vie sur Terre ? Au laboratoire de propulsion à réaction à Pasadena, en Californie, le docteur Donald Brownlee est résolu à le savoir. Il est le principal investigateur de la mission la plus audacieuse de la NASA à ce jour. La sonde Stardust effectue un voyage de 7 ans aux confins de notre système solaire. Nous cherchons en fait à savoir pourquoi nous sommes ici et comment nous y sommes arrivés. La sonde Stardust va rejoindre une comète et recueillir de la poussière dans sa chevelure. Nous pensons qu'il s'agit en fait de poussière d'étoiles, c'est-à-dire de matériaux provenant d'autres étoiles qui, il y a 4,5 milliards d'années, ont donné naissance à des comètes. Décollage de la sonde Stardust, chargée de collecter des éléments sur la formation de notre système solaire. On dirait un largage réussi. Le moteur principal, l'étage s'est détaché et l'on assiste à l'allumage du 2e étage. Allumage normal, avec régulateur d'oscillation. Tout semble parfait. Stardust se précipite à son rendez-vous avec la comète Will 2. Elle a pour mission de capter un échantillon de la chevelure de la comète et de le rapporter sur Terre en 2007. Depuis qu'en 1996, l'analyse d'une météorite provenant de Mars a révélé qu'elle contenait des traces de microbes, les chercheurs sont en quête d'indices supplémentaires. Ceci pourrait bien indiquer que la vie est effectivement venue à nous depuis d'autres points de la galaxie. Mais la météorite avait été contaminée en traversant l'atmosphère terrestre.
Nous n'avons donc pas de réponse à notre question et le mystère reste entier à ce jour. La vie sur Terre a-t-elle commencé ici? Le docteur Brownlee ne le pense pas. La Terre ne présente pratiquement ni carbone ni eau. Si l'on considère la masse globale de la Terre, ces éléments indispensables à la vie n'existent que sous forme de traces. Alors d'où viennent-ils? Ils sont venus à nous d'au-delà du système solaire. C'est pourquoi nous pensons que ces éléments provenant de comètes sont en fait un matériau universel qui atterrit sur des planètes comme la Terre et y apporte des matériaux organiques, de l'eau et de l'azote. Et l'une des principales questions que nous nous posons est en fait de savoir ce que les comètes peuvent nous dire sur la formation de planètes comme la nôtre et dans quelle mesure elles sont porteuses de vie. À l'instar d'une boule de neige sale, la plupart des comètes sont généralement composées de glace mêlée de roches, de gaz gelés et de molécules organiques. Et l'une de ces comètes est approchée par Stardust. Cette sonde n'est guère plus grande qu'un bureau ordinaire. On pourrait la caser dans le coffre d'une voiture, mais sa mission est de taille. Car Stardust cherche la preuve irréfutable que c'est là-bas qu'a commencé toute vie sur Terre. Pour la première fois depuis que l'homme a marché sur la Lune, des chercheurs tentent de rapporter un morceau venu de l'espace. Mais ce ne sera pas chose facile. Car durant 7 longues années, Stardust devra vaincre le périlleux barrage des débris stellaires. C'est un minuscule voyageur qui tente de naviguer à travers le terrain miné de l'espace, là où tout peut arriver. En novembre 2000... Quelques mois seulement après avoir commencé sa mission, Stardust survole la Terre en vue d'une manœuvre d'assistance gravitationnelle destinée à propulser la sonde dans l'espace lorsque se produit le cauchemar. Stardust n'en répond plus. Ce matin-là, Amy Wallen, membre de l'équipe, arrive de bonne heure à son travail et apprend la mauvaise nouvelle. Il y a rarement quelqu'un ici avant 7h30. Nous arrivons tous aux alentours de 8h. Quand je suis arrivé dans le hall, il y avait déjà du monde qui essayait de comprendre ce qui clochait. Au moment de la prise de contact prévue avec la sonde, nous n'avons pas obtenu de signal. Rien. Le vide. Plus le temps passait, plus on était inquiet. Ce que l'équipe ne savait pas, c'est qu'à la suite d'une violente éruption solaire, Stardust avait été heurté de plein fouet par une tempête de plasma. Cela faisait des années que Ray Newburn, qui dirige le service de la formation image, n'avait rien vu de tel. Cela faisait 11 ans que je n'avais pas vu d'éruption solaire de cette envergure. C'était vraiment quelque chose de colossal. Quand ce genre de phénomène se produit sur le Soleil, cela équivaut à l'explosion de milliards de bombes H. Submergé par une vague de protons à haute énergie, le système de navigation du vaisseau spatial est aveuglé. Incapable de s'orienter, Stardust se met en mode de sauvegarde et attend. Nous n'avions aucune idée de l'issue à envisager. Nous pouvions seulement constater que le patient était mal en point. Nous ne savions pas s'il allait survivre. Finalement, 24 heures plus tard, Stardust a envoyé un signal qui a été capté par Deep Space Network, le programme chargé d'écouter les sondes spatiales. C'est-à-dire 3 antennes géantes situées en des points stratégiques du globe afin que, quelle que soit la position de la Terre, l'une d'entre elles soit toujours dans le champ du vaisseau spatial. Au bout de 4 jours, Stardust s'est réinstallé et le contact est rétabli. Hé, Amy, regarde un peu ce truc-là, à l'écran. La sonde envoie des images illustrant ce qu'elle a subi. Un bombardement massif de radiation solaire. On assiste ici à l'inquiétant spectacle de millions de protons portés par la dernière rafale de vent solaire. Mais là, après avoir frôlé la catastrophe, Stardust est à nouveau opérationnel et vogue à travers le système solaire. Notre soulagement était à la mesure de l'énorme travail investi dans la construction de cette sonde pour qu'elle aille recueillir ces particules de comète. Aujourd'hui, la mission de Stardust reste la même et tous ses outils sont demeurés en place. Parmi eux, une sorte d'épuisette unique en son genre, remplie d'aérogel.
le solide le moins dense qui ait jamais été créé, destiné à capter un minuscule morceau de comète. L'aérogel, c'est 99,99% d'air et 0,01% de dioxyde de silicium. Bien que ses composants soient les mêmes que ceux du verre ordinaire, il est 1000 fois plus léger. Tel un mur fait à partir de rien, l'aérogel est le parfait isolant. À tel point qu'il a été utilisé pour la mission Rover sur Mars et la Station spatiale internationale. C'est un matériau absolument extraordinaire. Sa densité n'est que 10 fois supérieure à celle de l'air. Certains appellent ça de la fumée gelée. C'est une matière en fait très résistante pour son poids. Mais comme ça ne pèse pratiquement rien, il faut la manipuler avec beaucoup de précaution, sinon ça casse. C'est d'ailleurs parce qu'il est aussi friable que l'aérogel peut capter des particules. C'est pour ça qu'elles peuvent pénétrer cette matière. Et voilà, c'est ce qui devait arriver. Ce matériau est là et il n'y est déjà plus. Les capteurs équipés d'aérogel vont se déployer lorsque Stardust approchera de la comète à une vitesse 6 fois supérieure à celle d'une balle de revolver. La tâche est vraiment délicate. Les débris de comète seront piégés dans cette toile d'aérogel qui fondra à leur contact, préservant et protégeant la fragile poussière d'étoiles comme si elle était coulée dans du verre. Cet échantillon qui nous arrive dans son superbe capteur azuré, c'est un peu comme le diamant bleu de la Smithsonian Institution. Tout doit être calculé au plus juste. La rencontre ne durera que quelques heures. Après avoir parcouru des milliards de kilomètres pendant 7 ans, la sonde n'aura qu'une journée pour accomplir sa mission. Enfin, si tout va bien, Stardust larguera son précieux chargement vers la Terre. Des millions de particules seront ainsi prêtes à être analysées. Cette poussière de comète ne pèse qu'une infime fraction de gramme, mais sa valeur est incalculable. La capsule qui nous la rapportera foncera vers l'atmosphère terrienne à quelques 50 000 km/h. Et ses panneaux solaires seront mis à rude épreuve, tandis que le parachute se déploiera enfin au-dessus d'un des lointains déserts de l'Utah. Nous allons récupérer des éléments qui, depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années, sont restés aux confins de notre système solaire. Ils ont été magnifiquement préservés par le froid puisqu'ils ont toujours été tenus à l'écart du Soleil. Nous supposons que les particules issues de la chevelure de la comète captée par Stardust sont en quelque sorte les cubes de construction des planètes superbement conservés dans le congélateur du temps de notre système solaire. Mais c'est aussi une merveilleuse histoire puisque, d'une certaine manière, nous partons à la recherche de nos ancêtres. En fait, Stardust a déjà commencé à soulever le voile sur ce mystère. Les données réunies et analysées par le spectromètre embarqué à son bord ont déjà révélé des choses étonnantes. Des particules spatiales présentant les propriétés de grosses molécules organiques semblables au goudron ou au charbon, des substances organiques présentes sur Terre. Les chercheurs qui commencent juste à traiter ces données pensent qu'il pourrait bien s'agir là de composants majeurs du bouillon de culture dont sont issues toutes les créatures d'ici-bas. Nous sommes de la poussière d'étoiles. La voilà notre histoire cosmique. Nous avons été créés à partir de poussière d'étoiles. En 2007, lorsque le vaisseau spatial rentrera, le Dr Brownlee et son équipe espèrent trouver la preuve que des comètes porteuses de matériaux organiques pourraient fort bien s'être écrasées sur la Terre. Ces comètes qui seraient ainsi à l'origine de la vie. Pour ces chercheurs, cela représenterait le comble de l'ironie. Nous sommes à la recherche d'extraterrestres, alors qu'en fait nous serions des extraterrestres sur notre propre planète. Mais ces molécules organiques sont-elles arrivées seulement sur la Terre, ou bien ont-elles été réparties à travers toute la galaxie? C'est ainsi que la réponse à une question débouche sur un nouveau mystère. Et si ces graines de vie avaient également pris racine ailleurs? Où pourrions-nous trouver de la vie ailleurs dans notre système solaire? Pas sur les planètes comme on l'a cru jadis, mais peut-être sur leurs satellites.
À environ 1 milliard de kilomètres de la Terre, Titan est la plus grande des 15 lunes de Saturne. Il est nimbé de brumes organiques. Si les chercheurs ne se trompent pas, Titan est un monde mystérieux, composé non pas d'oxygène mais de méthane. De la pluie de méthane, des océans de méthane, peut-être même des volcans de méthane. Le méthane est le plus simple des composés organiques connus pour être à l'origine de l'apparition de la vie. Jonathan Loughnane, astronome, pense que sur Titan, le paysage ne doit ressembler à aucun autre. Pourtant, curieusement, il n'est pas impossible que ce soit une étrange variante de notre Terre. Tout devait y être très rouge. Il ne doit pas y faire complètement sombre, un peu comme le crépuscule sur Terre. Peut-être y a-t-il des rivières creusées dans la glace par le méthane. Peut-être leurs rives présentent-elles des zones de dépôts organiques rouges. En fait, s'il existe une forme de vie primitive sur Titan, voire une forme antérieure à la vie, peut-être utilise-t-elle l'énergie contenue dans certains de ces dépôts. C'est vraisemblablement un endroit assez exotique, mais comprenant comme notre planète, terre, mer, nuages et ciel. Titan pourrait nous offrir une sorte d'arrêt sur image de la Terre juste avant que la vie ne s'y soit développée. Une sonde spatiale est actuellement en route pour étudier cette lune. Mais le docteur John Loveday, chercheur, est trop impatient pour attendre les résultats. Aussi, il recrée Titan sur Terre. Avant toute chose, on commence par tout refroidir. C'est ce qu'on est en train de faire ici. En fait, nous sommes à même d'étudier ce qui se passe sur les matières qui existent probablement sur Titan. On en est toujours au refroidissement. Il faut à peu près 5 minutes pour atteindre moins 200 degrés. Il gèle du méthane avant de l'exposer aux pressions de notre planète. Son objectif est de recréer le cœur de glace de Titan pour l'analyser avec l'un des instruments les plus performants. Ici, en Angleterre, au laboratoire Rutherford Appleton, non loin d'Oxford, le docteur Loveday soumet le méthane gelé aux forces d'Isis, la plus grande machine à fragmenter les neutrons au monde, un microscope atomique géant capable de dévoiler les secrets moléculaires. Le docteur Loveday place un échantillon de méthane gelé entre les mâchoires de diamant d'un étau géant. Dans ce réservoir, la pression est de... Puis il le soumet à une force de compression équivalent à 3 locomotives. 4 tonnes, 5 tonnes, 6 et 12 tonnes. Notre échantillon est maintenant chargé. Nous avons là une certaine pression. La pression au centre de Titan est de l'ordre de 30 à 50 000 atmosphères. Si l'on comprend ce qui se passe pour l'hydrate de méthane à pareille pression, cela nous renseignera sur la façon dont Titan a pu se former et sur le type de processus mis en œuvre en son centre lors de cette formation. Cela indiquerait-il au docteur Loveday qu'il pourrait y avoir effectivement de la vie sur Titan? On n'en est pas là, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ici, sur Terre, des chercheurs ont découvert une espèce de ver qui se développe dans un environnement glacé au fond de la mer. Il fait partie d'une étrange chaîne alimentaire qui se nourrit de méthane. Sur Terre, de nombreux animaux, comme les termites, émettent de grandes quantités de méthane. Se pourrait-il que sur Titan, quelque chose dégage du méthane dans l'atmosphère? Y aurait-il de la vie sur ce lointain satellite de Saturne? C'est là un mystère qui attend d'être résolu. C'est pourtant une autre lune, une lune de Jupiter, celle-là qui pourrait nous réserver la plus grande surprise. Elle s'appelle Europe. Les chercheurs pensent que sa calotte de glace recouvre de gigantesques océans. On considère ces océans, enfermés sous 150 km de glace, comme l'un des meilleurs indices de vie extraterrestre. Comme il n'existe actuellement aucun vaisseau spatial capable de pénétrer l'armure de glace d'Europe, la NASA a résolu le problème en se déplaçant en Antarctique.
À 1000 km du pôle sud, au point le plus froid de la Terre, une équipe de chercheurs internationaux a établi des similitudes avec Europe. À 4 km sous les glaces de l'Antarctique s'étend une masse d'eau aussi vaste que le lac Ontario. Les chercheurs pensent que ce lac, le lac Vostok, n'a pas vu la lumière du jour depuis que les premières baleines sont apparues dans l'océan. C'était il y a 35 à 40 millions d'années. Hermétiquement fermé par d'anciens glaciers, ce lac d'eau douce d'une longueur de quelques 250 km de long a trouvé le moyen de rester liquide sous la glace. Plus étonnant encore, Canan Ellis Evans, le microbiologiste gallois, pense que le lac Vostok pourrait recéler lui-même d'anciennes formes de vie, des créatures que l'homme n'a encore jamais vues. Une chose tout à fait passionnante au sujet du lac Vostok, c'est qu'il est fondamentalement différent de notre monde moderne, parce qu'il en a été isolé pendant des millions d'années. Des efforts sont actuellement mis en œuvre pour explorer ce monde sous-marin pour la première fois. Des chercheurs ont élaboré une solution quasi futuriste pour vaincre la glace de Vostok. C'est extrêmement périlleux. Un forage à pareille pression pourrait être fatal. Agissant comme une crevaison, cette ponction pourrait faire exploser le lac en créant un gigantesque geyser qui signerait la fin tant de l'expérience que des chercheurs. Et même si la percée se passe bien jusque-là, les choses peuvent encore mal tourner. Ce qui nous inquiète, c'est que même si l'on arrive jusqu'au lac, l'expérience risque de contaminer cette masse d'eau de façon irrévocable. Pour éviter cette contamination, la NASA a mis au point une remarquable invention. C'est là que la NASA est entrée en scène, avec un dispositif qui ressemble à un long cigare équipé à son extrémité d'un système de chauffage. Il descend le long d'un câble qui se déroule au fur et à mesure. On peut dire qu'il se fraye un chemin vers le lac en faisant fondre la glace. Mais dans le même temps, la glace se referme derrière lui. C'est donc un aller simple. Par ailleurs, nous pouvons aussi le stériliser durant sa descente afin qu'il soit parfaitement propre une fois arrivé au lac. Et rien ne peut remonter puisque l'orifice ainsi pratiqué est gelé. Une fois le forage terminé, de minuscules robots sous-marins appelés hydrobots exploreront les eaux souterraines du lac Vostok. Ce seront les premiers visiteurs depuis 40 millions d'années. Ils prendront des mesures et procéderont à des expériences. Leurs caméras capteront des images de formes de vie aquatiques demeurées coupées du reste du monde. Si la vie peut se maintenir dans cet univers gelé, privé de lumière, est-ce là ce que nous pourrons trouver sous la surface glacée d'Europe, le satellite de Jupiter? Nous avons sur Terre des créatures qui, transportées sur Europe, seraient à l'aise dans cet océan. Les chances ne sont donc pas mauvaises pour qu'il y ait une forme de vie dans l'océan d'Europe. De la vie peut-être, mais pas exactement au sens où nous l'entendons. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. Mais s'imaginer que la vie sur les autres planètes ressemble à ce qu'on voit le soir à la télé relève de la fantaisie. C'est une question de définition. Ce n'est pas forcément la vie telle que nous la connaissons ici sur Terre. Ce n'est pas forcément une vie intelligente. C'est possible, mais on n'en sait rien. Pourtant, même si l'on ne trouvait que des microbes ou des bactéries, ces premières formes de vie, ce serait déjà une percée colossale. Les bactéries ont beau paraître fort ennuyeuses à bien des gens, ce serait passionnant d'en trouver dans les océans d'Europe. Si l'on trouvait ne serait-ce que certains types de molécules, cela constituerait déjà une réponse à la question ancestrale de savoir si l'origine de la vie relève du miracle ou si elle fait partie de l'évolution du cosmos. Tant de questions restent encore ouvertes. Mais il semble que notre univers nous en réserve bien plus encore, et que les seuls indices soient renfermés dans des particules que l'on ne peut ni voir ni toucher. C'est là un monde invisible qui recèle peut-être la clé de toute création. Reste que plus de 90% de la matière de l'univers connu nous échappe. Les chercheurs nous disent que ce doit être là. Alors où donc?
Cela s'appelle la matière noire. C'est le tissu manquant du cosmos, et il n'existe pas de plus grand mystère. D'où vient toute cette matière? Peut-elle nous renseigner sur nos origines? 2 expériences très élaborées apportent peut-être quelques réponses. Dans la Méditerranée, au large des côtes françaises, des chercheurs installent un système étrange. Un télescope électronique placé tout au fond de l'eau qui promet de nous révéler quelque chose d'impossible à voir. Les neutrinos, ces messagers issus des confins du cosmos. Les neutrinos sont les particules les plus abondantes qui soient. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'ils sont pratiquement invisibles. Ces émissaires des zones les plus sombres de l'espace se déplacent librement, sans que la matière ou le magnétisme leur fassent obstacle. Ils peuvent pratiquement traverser toute chose. C'est pourquoi ils se déplacent toujours en ligne droite. Si les astronomes pouvaient les dépister, ils nous mèneraient droit à leurs invisibles origines, et peut-être même aux nôtres. Susan Cartwright, astrophysicienne, espère qu'en suivant la trace des neutrinos, nous finirons peut-être par résoudre le mystère de notre place dans l'univers. Vous et moi, nous ne sommes que des impuretés. Nous sommes des composants tout à fait mineurs. L'essentiel de l'univers est une chose que nous n'avons pas encore identifiée et que nous ne pouvons pas voir. Nous espérons que les neutrinos vont faire office de messagers depuis le cœur de ce processus et qu'ils vont nous dire ce qui se passe. Pour entreapercevoir ces particules chimériques, il nous faut regarder les choses de manière totalement différente. À l'instar de John Carr, le directeur du projet Antares. L'objectif du projet Antares est de voir des neutrinos venus de l'espace. Nous allons procéder à cette expérience en mer à une profondeur de 2500 mètres au large des côtes de Toulon. Antares est un projet de recherche international qui ouvre de nouveaux horizons à la science. À 2,5 km sous la Méditerranée, un réseau de 900 photomultiplicateurs attachés à 10 câbles ayant chacun la longueur de 4 terrains de football formera bientôt une grille en 3 dimensions couvrant une vaste zone marine. C'est bien la moindre des choses si l'on veut avoir quelque chance de détecter l'indétectable. C'est le principe de la loterie. Les chances de détecter un seul neutrino sont comparables à celles de décrocher le gros lot avec un seul billet. Mieux vaut acheter une grande quantité de billets, c'est-à-dire avoir un grand détecteur, si l'on veut rester dans la course. Pour mettre toutes les chances de notre côté, Antares est placé tout au fond de l'eau afin de le protéger des signaux parasites et des interférences indésirables. À la différence des autres télescopes, Antares ne regardera pas vers le haut mais vers le bas, traversant le fond de l'eau et la planète entière via le centre de la Terre, utilisant celle-ci comme un filtre à neutrinos. Antares sera toujours incapable de voir ces particules invisibles. Il détectera en revanche un signe de leur passage, un sous-produit appelé muon. En traversant le détecteur, chaque muon laisse dans son sillage une trace de lumière bleue et brillante, un peu comme la marque d'un avion à réaction dans le ciel. Un minuscule indice qui nous met sur la voie du neutrino, alors qu'il poursuit sa course à travers la Voie lactée. Mais il n'est jamais simple de suivre un neutrino à la trace. En février 1987, la Terre est touchée par la lumière que génère l'explosion d'une étoile située à 170 000 années-lumière. Jamais on n'avait vu chose pareille d'aussi près. Au cours de cette journée d'hiver, nous avons tous été traversés par des centaines de milliards de neutrinos. Mais sur ce déluge, seuls 19 neutrinos ont été détectés. Ce que les membres du projet Antares espèrent trouver, ce ne sont pas seulement des neutrinos venus d'étoiles ou de supernovas, mais aussi ceux venus apparemment de nulle part, la matière noire. C'est-à-dire l'immense réalité qui nous entoure, une réalité que l'on n'a jamais vue. Quand on étudie la cosmologie, il est extrêmement gênant de reconnaître qu'on n'a aucune idée sur 90% de ce qui compose l'univers. C'est un peu comme si un biologiste vous disait « Eh bien, j'étudie les poissons, mais j'ignore tout de 90% des espèces de poissons au monde, je n'en étudie que 10%. »
La spéculation des astronomes, c'est que les neutrinos nous conduisent à cette partie manquante de l'univers. En fait, ils commencent à penser que les neutrinos se sont mis en situation de constituer l'essentiel de la matière noire. Si c'est le cas, ils détiennent peut-être bien la clé de notre existence, de l'existence de toute chose. À quelques centaines de kilomètres plus au nord a lieu une autre expérience remarquable. Tout est résumé autour d'une gigantesque machine qui s'étend le long de la frontière de deux pays et qui coûte 5 milliards de dollars. Tout cela pour trouver une autre particule, le boson de Higgs. Certains disent qu'elle n'existe pas. D'autres que c'est le premier élément constitutif de l'univers. Ils disent que c'est la particule de Dieu. Au commencement, la matière brute de l'univers tout entier était étroitement comprimée en une boule minuscule d'une infinie densité. Puis, une formidable explosion d'énergie l'a fait éclater. C'est le Big Bang, le moment de la création, celui où tout ce qui a jamais été et tout ce qui ne sera jamais a explosé à travers le temps et l'espace. Mais certains chercheurs pensent que sans cette particule, l'univers serait resté de l'énergie pure, et rien, ni le Soleil ni la Terre, pas même les molécules ni quoi que ce soit d'autre, n'existerait en tant que matière. Ils pensent que la particule divine a transformé l'énergie en substance. Sans cela, aucun d'entre nous n'aurait de corps. Nous ne serions que de l'énergie, se déplaçant à la vitesse de la lumière. D'après la physicienne Felicitas Pos, une fois que nous aurons compris ce qu'est exactement cette particule mythique et comment elle fonctionne, nous commencerons à comprendre comment nous sommes arrivés ici. Jusqu'à présent, cette particule n'était qu'une théorie. Mais aujourd'hui, les chercheurs se sont mis en quête de la chose en question et s'en retournent à l'aube de la création pour la trouver. À 8 km de Genève, l'équipe internationale du CERN met au point l'expérience la plus audacieuse dans l'histoire de l'humanité. On s'apprête à recréer le Big Bang sous terre. Un accélérateur de particules presque aussi vaste que l'île de Manhattan devrait bientôt venir à bout des mystères microscopiques de l'univers. Nous devrions arriver à recréer dans notre laboratoire les conditions telles qu'elles étaient, une fraction de seconde après le Big Bang. Avec ses aimants supraconducteurs, ce grand collisionneur de hadrons provoquera le choc de milliers de milliards de protons avec une violence 100 000 fois supérieure à celle du champ magnétique de la Terre. Et comme les faisceaux de particules tournent en sens opposé à la vitesse de la lumière, ils vont entrer en collision en produisant une averse de particules subatomiques. L'énergie de cet impact avoisine la force du Big Bang originel. L'idée, c'est de comprendre la force primale qui a créé toute chose, nous compris, et de trouver la trace de la chimérique particule de Dieu. Et que se passera-t-il si ces chercheurs finissent par trouver ? D'aucuns pensent qu'une fois que nous aurons compris cette particule, nous commencerons enfin à comprendre la véritable nature de l'univers, notamment d'où nous venons, via notre planète et jusqu'aux lointains confins de l'espace. Ce voyage, la quête de nos origines à travers l'univers, ne fait que commencer. Je n'aime pas l'idée que l'univers est glacé et que nous ne sommes qu'un accident. Je pense que nous faisons tous partie d'un univers vivant. Il y a probablement bien des endroits dans notre propre système solaire susceptibles d'entretenir une vie microbienne. Mais combien dans notre univers peuvent offrir les conditions nécessaires à la vie animale? Notre planète est la seule dont nous sachions qu'elle le peut. Je ne crois pas que la vie soit un accident. Nous avons tendance à penser que nous habitons un endroit très particulier. À mon avis, nous allons découvrir dans le cosmos quantité d'autres endroits charmants où la vie peut prendre forme. Il fut un temps où nous ne faisions qu'un. Et plus la science nous fait progresser, plus nous approchons de cette découverte. Peut-être nos origines ne sont-elles pas si étranges que cela.
poursuit une quête fondamentale. Il recherche des signes de vie au-delà de notre planète. Si la vie existe sous une forme quelconque dans l'univers qui nous entoure, elle est bien difficile à identifier. D'après le docteur Becklin, ce sont les traces d'hydrogène et de carbone qu'il faut chercher, car ce sont les composants essentiels de toute forme de vie connue. Des scientifiques ont établi que le meilleur endroit à explorer, c'est au-delà du spectre visible, dans le monde de l'infrarouge, là où la vie est chaleur et où la chaleur est lumière. L'astronomie infrarouge mesure la chaleur en présence dans l'univers céleste. Vous pouvez par exemple voir la chaleur de mon visage beaucoup plus intense que celle de mon corps, qui est un peu frais ce soir. Cette flamme, en revanche, est encore plus chaude que vous ne pouvez le voir ici. C'est pourquoi la radiation infrarouge mesure la chaleur d'un objet céleste. Un autre aspect de l'astronomie infrarouge, c'est qu'elle vous permet de mesurer les molécules caractéristiques présentes aussi bien dans l'espace que dans nos organismes. Le fait de voir ces molécules organiques est un indice de vie éventuel dans l'univers. Tout a commencé par le Big Bang. Et 15 milliards d'années plus tard, nous commençons tout juste à comprendre comment fonctionne réellement l'univers. Aujourd'hui, les chercheurs sont amenés à revoir totalement leur position sur les questions clés de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Existe-t-il d'autres formes de vie? Sommes-nous seuls au monde? Y a-t-il de la vie ailleurs qu'ici? Les chercheurs font des découvertes saisissantes. Les composantes de la vie même sont là, dans l'espace. Pour la première fois, nous voyons des astres en dehors de notre système solaire. Et cela nous conduit aux conclusions les plus inattendues. Nous sommes peut-être bien des étrangers sur notre propre planète. Nous sommes de la poussière d'étoiles. La voilà notre histoire cosmique. C'est un voyage au-delà de nos limites. Depuis des temps immémoriaux, l'homme s'est tourné vers le ciel en se demandant s'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans l'au-delà. L'astronome Carl Sagan a un jour posé la question: quelle est la notion la plus effrayante, celle d'extraterrestres venus d'ailleurs ou celle de notre absolue solitude en cet immense univers? Le docteur Eric Becklin, astrophysicien à l'UCLA, Avec tous les voyages que je fais pour l'observatoire, et on m'a attribué le tout dernier siège disponible. Le 28 avril 1988, Eric Becklin emprunte le vol 243 d'Aloha Airlines à destination d'Honolulu lorsque se produit la catastrophe. Juste au-dessus de son siège, la carlingue commence à se déchirer. J'ai levé les yeux et j'ai tout de suite compris. J'ai essayé de mettre mon gilet de sauvetage, mais je n'y arrivais pas. Il a fallu que je me dise que j'étais un scientifique tout à fait capable de lire les instructions. Je gardais espoir, et je me disais que le pilote arriverait à nous poser. Plus le trou grandissait, moins j'y croyais. Mais on ne cesse jamais complètement d'espérer. Au-dessus de la cabine de première classe, on aperçoit maintenant le bleu du ciel. La décompression est terrifiante, le vacarme assourdissant, et l'équipage est obligé de communiquer par signes. L'avion est secoué dans tous les sens, mais après bien des difficultés,
le pilote parvient à le poser en catastrophe. Il y a un... Vu à l'infrarouge, les galaxies révèlent une étrange réalité, imperceptible à l'œil humain. Un royaume invisible où l'on peut détecter la plus infime quantité de chaleur. Celle de lointains soleils ou des traces d'hydrogène et de carbone qui sont les signes d'une vie venue d'ailleurs. Mais nos télescopes d'ici-bas sont bien limités. La vapeur d'eau contenue dans notre atmosphère fait obstacle à la lumière infrarouge. Aucune montagne n'est assez grande, aucun sommet assez élevé pour vaincre cette barrière. Le seul moyen de percevoir le monde caché de l'infrarouge, c'est de se placer au-delà des nuages pour l'observer. Récemment, le Dr Becklin a envisagé une approche radicalement différente du problème qui mène l'astronomie infrarouge aux confins de notre planète. Mais c'est là une solution qui pousse le Dr Becklin lui-même dans ses derniers retranchements, car elle ravive des souvenirs obsédants. Des souvenirs qu'il espérait bien enfouis à jamais. En fait, j'étais en retard. Je suis appelés hydrobots, exploreront les eaux souterraines du lac Vostok. Ce seront les premiers visiteurs depuis 40 millions d'années. Ils prendront des mesures et procéderont à des expériences. Leurs caméras capteront des images de formes de vie aquatiques demeurées coupées du reste du monde. Si la vie peut se maintenir dans cet univers gelé, privé de lumière, est-ce là ce que nous pourrons trouver sous la surface glacée d'Europe, le satellite de Jupiter? Nous avons sur Terre des créatures qui, transportées sur Europe, seraient à l'aise dans cet océan. Les chances ne sont donc pas mauvaises pour qu'il y ait une forme de vie dans l'océan d'Europe. De la vie peut-être, mais pas exactement au sens où nous l'entendons. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. Mais s'imaginer que la vie sur les autres planètes ressemble à ce qu'on voit le soir à la télé relève de la fantaisie. C'est une question de définition. Ce n'est pas forcément la vie telle que nous la connaissons ici sur Terre. Ce n'est pas forcément une vie intelligente. C'est possible, mais on n'en sait rien. Pourtant, même si l'on ne trouvait que des microbes ou des bactéries, ces premières formes de vie, ce serait déjà une percée colossale. Les bactéries ont beau paraître fort ennuyeuses à bien des gens, ce serait passionnant d'en trouver dans les océans d'Europe. Si l'on trouvait ne serait-ce que certains types de molécules, cela constituerait déjà une réponse à la question ancestrale de savoir si l'origine de la vie relève du miracle ou si elle fait partie de l'évolution du cosmos. Tant de questions restent encore ouvertes. Mais il semble que notre univers nous en réserve bien plus encore, et que les seuls indices soient renfermés dans des particules que l'on ne peut ni voir ni toucher. C'est là un monde invisible qui recèle peut-être la clé de toute création. Reste que plus de 90% de la matière de l'univers connu nous échappe. Les chercheurs nous disent que ce doit être là. Alors où donc? Cela s'appelle la matière noire. C'est le tissu manquant du cosmos, et il n'existe pas de plus grand mystère. D'où vient toute cette matière? Peut-elle nous renseigner sur nos origines? Deux expériences très élaborées apportent peut-être quelques réponses. Dans la Méditerranée, au large des côtes françaises, des chercheurs installent un système étrange. Un télescope électronique placé tout au fond de l'eau qui promet de nous révéler quelque chose d'impossible à voir. Les neutrinos, ces messagers issus des confins du cosmos. Les neutrinos sont les particules les plus abondantes qui soient. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'ils sont pratiquement invisibles. Et ces panneaux solaires seront mis à rude épreuve tandis que le parachute se déploiera enfin au-dessus d'un des lointains déserts de l'Utah. Nous allons récupérer des éléments qui, depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années, sont restés aux confins de notre système solaire. Ils ont été magnifiquement préservés par le froid puisqu'ils ont toujours été tenus à l'écart du Soleil. Nous supposons que les particules issues de la chevelure de la comète captée par Stardust sont en quelque sorte les cubes de construction des planètes superbement conservés dans le congélateur du temps de notre système solaire. Mais c'est aussi une merveilleuse histoire puisque, d'une certaine manière, nous partons à la recherche de nos ancêtres.
En fait, Stardust a déjà commencé à soulever le voile sur ce mystère. Les données réunies et analysées par le spectromètre embarqué à son bord ont déjà révélé des choses étonnantes. Des particules spatiales présentant les propriétés de grosses molécules organiques semblables au goudron ou au charbon, des substances organiques présentes sur Terre. Les chercheurs qui commencent juste à traiter ces données pensent qu'il pourrait bien s'agir là de composants majeurs du bouillon de culture dont sont issues toutes les créatures d'ici-bas. Nous sommes de la poussière d'étoiles. La voilà notre histoire cosmique. Nous avons été créés à partir de poussière d'étoiles. En 2007, lorsque le vaisseau spatial rentrera, le Dr Brownlee et son équipe espèrent trouver la preuve que des comètes porteuses de matériaux organiques pourraient fort bien s'être écrasées sur la Terre. Ces comètes qui seraient ainsi à l'origine de la vie. Pour ces chercheurs, cela représenterait le comble de l'ironie. Nous sommes à la recherche d'extraterrestres, alors qu'en fait nous serions des extraterrestres sur notre propre planète. Mais ces molécules organiques sont-elles arrivées seulement sur la Terre, ou bien ont-elles été réparties à travers toute la galaxie? C'est ainsi que la réponse à une question débouche sur un nouveau mystère. Et si ces graines de vie avaient également pris racine ailleurs? Où pourrions-nous trouver de la vie ailleurs dans notre système solaire? Pas sur les planètes comme on l'a cru jadis, mais peut-être sur leurs satellites. À environ 1 milliard de kilomètres de la Terre, Titan est la plus grande des 15 lunes de Saturne. Il est nimbé de brumes organiques. Si les chercheurs ne se trompent pas, Titan est un monde mystérieux, composé Tout a commencé par le Big Bang. Et 15 milliards d'années plus tard, nous commençons tout juste à comprendre comment fonctionne réellement l'univers. Aujourd'hui, les chercheurs sont amenés à revoir totalement leur position sur les questions clés de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Existe-t-il d'autres formes de vie? Sommes-nous seuls au monde? Y a-t-il de la vie ailleurs qu'ici? Les chercheurs font des découvertes saisissantes. Les composantes de la vie même sont là, dans l'espace. Pour la première fois, nous voyons des astres en dehors de notre système solaire. Et cela nous conduit aux conclusions les plus inattendues. Nous sommes peut-être bien des étrangers sur notre propre planète. Nous sommes de la poussière d'étoiles. La voilà notre histoire cosmique. C'est un voyage au-delà de nos limites. Depuis des temps immémoriaux, l'homme s'est tourné vers le ciel en se demandant s'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans l'au-delà. L'astronome Carl Sagan a un jour posé la question: quelle est la notion la plus effrayante, celle d'extraterrestres venus d'ailleurs ou celle de notre absolue solitude dans cet immense univers? Le docteur Eric Becklin, astrophysicien à l'UCLA, poursuit une quête fondamentale. Il recherche des signes de vie au-delà de notre planète. Si la vie existe sous une forme quelconque dans l'univers qui nous entoure, elle est bien difficile à identifier. D'après le docteur Becklin, ce sont les traces d'hydrogène et de carbone qu'il faut chercher, car ce sont les composants essentiels de toute forme de vie connue. Des scientifiques ont établi que le meilleur endroit à explorer, c'est au-delà du spectre visible, dans le monde de l'infrarouge, là où la vie est chaleur et où la chaleur est lumière.
L'astronomie infrarouge mesure la chaleur en présence dans l'univers céleste. Vous pouvez par exemple voir la chaleur de mon visage beaucoup plus intense que celle de mon corps, qui est un peu frais ce soir. Cette flamme, en revanche, est encore plus chaude que vous ne pouvez le voir ici. C'est pourquoi la radiation infrarouge mesure la chaleur d'un objet céleste. Un autre aspect de l'astronomie infrarouge, c'est qu'elle vous permet de mesurer les molécules caractéristiques présentes. Les chercheurs pensent que ce lac, le lac Vostok, n'a pas vu la lumière du jour depuis que les premières baleines sont apparues dans l'océan. C'était il y a 35 à 40 millions d'années. Hermétiquement fermé par d'anciens glaciers, ce lac d'eau douce d'une longueur de quelques 250 km de long a trouvé le moyen de rester liquide sous la glace. Plus étonnant encore, Canan Ellis Evans, le microbiologiste gallois, pense que le lac Vostok pourrait recéler lui-même d'anciennes formes de vie, des créatures que l'homme n'a encore jamais vues. Une chose tout à fait passionnante au sujet du lac Vostok, c'est qu'il est fondamentalement différent de notre monde moderne, parce qu'il en a été isolé pendant des millions d'années. Des efforts sont actuellement mis en œuvre pour explorer ce monde sous-marin pour la première fois. Des chercheurs ont élaboré une solution quasi futuriste pour vaincre la glace de Vostok. C'est extrêmement périlleux. Un forage à pareille pression pourrait être fatal. Agissant comme une crevaison, cette ponction pourrait faire exploser le lac en créant un gigantesque geyser qui signerait la fin tant de l'expérience que des chercheurs. Et même si la percée se passe bien jusque-là, les choses peuvent encore mal tourner. Ce qui nous inquiète, c'est que même si l'on arrive jusqu'au lac, l'expérience risque de contaminer cette masse d'eau de façon irrévocable. Pour éviter cette contamination, la NASA a mis au point une remarquable invention. C'est là que la NASA est entrée en scène, avec un dispositif qui ressemble à un long cigare équipé à son extrémité d'un système de chauffage. Il descend le long d'un câble qui se déroule au fur et à mesure. On peut dire qu'il se fraye un chemin vers le lac en faisant fondre la glace. Mais dans le même temps, la glace se referme derrière lui. C'est donc un aller simple. Par ailleurs, nous pouvons aussi le stériliser durant sa descente afin qu'il soit parfaitement propre une fois arrivé au lac. Et rien ne peut remonter puisque l'orifice ainsi pratiqué est gelé. Une fois le forage terminé, de minuscules robots sous-marins appelés hydrobots exploreront les eaux souterraines du lac Vostok. Ce seront les premiers visiteurs depuis 40 millions d'années. Ils prendront des mesures et procéderont à des expériences. Leurs caméras capteront des images de formes de vie aquatiques demeurées coupées du reste du monde. Si la vie peut se maintenir dans cet univers gelé, privé de lumière, est-ce là ce que nous pourrons trouver sous la surface glacée d'Europe, le satellite de Jupiter? Nous avons...
poursuit une quête fondamentale. Il recherche des signes de vie au-delà de notre planète. Si la vie existe sous une forme quelconque dans l'univers qui nous entoure, elle est bien difficile à identifier. D'après le docteur Becklin, ce sont les traces d'hydrogène et de carbone qu'il faut chercher, car ce sont les composants essentiels de toute forme de vie connue. Des scientifiques ont établi que le meilleur endroit à explorer, c'est au-delà du spectre visible, dans le monde de l'infrarouge, là où la vie est chaleur et où la chaleur est lumière. L'astronomie infrarouge mesure la chaleur en présence dans l'univers céleste. Vous pouvez par exemple voir la chaleur de mon visage beaucoup plus intense que celle de mon corps, qui est un peu frais ce soir. Cette flamme, en revanche, est encore plus chaude que vous ne pouvez le voir ici. C'est pourquoi la radiation infrarouge mesure la chaleur d'un objet céleste. Un autre aspect de l'astronomie infrarouge, c'est qu'elle vous permet de mesurer les molécules caractéristiques présentes aussi bien dans l'espace que dans nos organismes. Le fait de voir ces molécules organiques est un indice. Plus étonnant encore, Canan Ellis Evans, le microbiologiste gallois, pense que le lac Vostok pourrait recéler lui-même d'anciennes formes de vie, des créatures que l'homme n'a encore jamais vues. Une chose tout à fait passionnante au sujet du lac Vostok, c'est qu'il est fondamentalement différent de notre monde moderne, parce qu'il en a été isolé pendant des millions d'années. Des efforts sont actuellement mis en œuvre pour explorer ce monde sous-marin pour la première fois. Des chercheurs ont élaboré une solution quasi futuriste pour vaincre la glace de Vostok. C'est extrêmement périlleux. Un forage à pareille pression pourrait être fatal. Agissant comme une crevaison, cette ponction pourrait faire exploser le lac en créant un gigantesque geyser qui signerait la fin tant de l'expérience que des chercheurs. Et même si la percée se passe bien jusque-là, les choses peuvent encore mal tourner. Ce qui nous inquiète, c'est que même si l'on arrive jusqu'au lac, l'expérience risque de contaminer cette masse d'eau de façon irrévocable. Pour éviter cette contamination, la NASA a mis au point une remarquable invention. C'est là que la NASA est entrée en scène, avec un dispositif qui ressemble à un long cigare équipé à son extrémité d'un système de chauffage. Il descend le long d'un câble qui se déroule au fur et à mesure. On peut dire qu'il se fraye un chemin vers le lac en faisant fondre la glace. Mais dans le même temps, la glace se referme derrière lui. C'est donc un aller simple. Par ailleurs, nous pouvons aussi le stériliser durant sa descente afin qu'il soit parfaitement propre une fois arrivé au lac. Et rien ne peut remonter puisque l'orifice ainsi pratiqué est gelé. Une fois le forage terminé, de minuscules robots sous-marins appelés hydrobots exploreront les eaux souterraines du lac Vostok. Ce seront les premiers visiteurs depuis 40 millions d'années. Ils prendront des mesures et procéderont à des expériences. Leurs caméras capteront des images de formes de vie aquatiques demeurées coupées du reste du monde. Si la vie peut se maintenir dans cet univers gelé, privé de lumière, est-ce là ce que nous pourrons trouver sous la surface glacée d'Europe, le satellite de Jupiter? Nous avons sur Terre des créatures qui, transportées sur Europe, seraient à l'aise dans cet océan. Les chances ne sont donc pas mauvaises pour qu'il y ait une forme de vie dans l'océan d'Europe. De la vie peut-être, mais pas exactement au sens où nous l'entendons. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. Mais s'imaginer que la vie sur les autres planètes ressemble à ce qu'on voit le soir à la télé... Voir le monde caché de l'infrarouge, c'est de se placer au-delà des nuages pour l'observer. Récemment, le docteur Becklin a envisagé une approche radicalement différente du problème qui mène l'astronomie infrarouge aux confins de notre planète. Mais c'est là une solution qui pousse le docteur Becklin lui-même dans ses derniers retranchements, car elle ravive des souvenirs obsédants. Des souvenirs qu'il espérait bien enfouis à jamais. En fait, j'étais en retard. Je suis toujours sur la brèche avec tous les voyages que je fais pour l'observatoire. Et on m'a attribué le tout dernier siège disponible.
Le 28 avril 1988, Eric Becklin emprunte le vol 243 d'Aloha Airlines à destination d'Honolulu lorsque se produit la catastrophe. Juste au-dessus de son siège, la carlingue commence à se déchirer. J'ai levé les yeux et j'ai tout de suite compris. J'ai essayé de mettre mon gilet de sauvetage, mais je n'y arrivais pas. Il a fallu que je me dise que j'étais un scientifique tout à fait capable de lire les instructions. Je gardais espoir et je me disais que le pilote arriverait à nous poser. Plus le trou grandissait, moins j'y croyais. Mais on ne cesse jamais complètement d'espérer. Au-dessus de la cabine de première classe, on aperçoit maintenant le bleu du ciel. La décompression est terrifiante, le vacarme assourdissant, et l'équipage est obligé de communiquer par signes. L'avion est secoué dans tous les sens, mais après bien des difficultés, le pilote parvient à le poser en catastrophe. Il y a un mort et de nombreux blessés. Le docteur Becklin, lui, est sain et sauf. Quelle que soit la peur, je crois que le meilleur moyen de surmonter ce genre de choses, c'est de repartir immédiatement. Et voici qu'Eric Becklin s'apprête à monter à bord d'un autre appareil, offrant une étrange ressemblance avec celui du vol fatal, y compris le trou béant dans le fuselage. Si ce n'est que cette fois-ci, c'est fait exprès. En principe, les avions n'ont pas de trous, mais en fait, ils peuvent voler avec des ouvertures tout à fait considérables. Dans un hangar géant de Waco, au Texas, des ouvriers sont en train de modifier un 747 de la United Airlines pour qu'il puisse accueillir un passager peu ordinaire. Un télescope dernier cri qui risque bien de tout changer sur ce que nous savons de notre univers. C'est un observatoire stratosphérique pour astronomie infrarouge, baptisé SOFIA. À près de 13 000 mètres d'altitude, ce jet spécial va ouvrir son œil géant sur le ciel. Voici le plus grand télescope aéroporté du monde. On peut dire que c'est un très gros avion. Tout a commencé par le Big Bang. Et 15 milliards d'années plus tard, nous commençons tout juste à comprendre comment fonctionne réellement l'univers. Aujourd'hui, les chercheurs sont amenés à revoir totalement leur position sur les questions clés de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Existe-t-il d'autres formes de vie? Sommes-nous seuls au monde? Y a-t-il de la vie ailleurs qu'ici? Les chercheurs font des découvertes saisissantes. Les composantes de la vie même sont là, dans l'espace. Pour la première fois, nous voyons des astres en dehors de notre système solaire. Et cela nous conduit aux conclusions les plus inattendues. Nous sommes peut-être bien des étrangers sur notre propre planète. Nous sommes de la poussière d'étoiles. La voilà, notre histoire cosmique. C'est un voyage au-delà de nos limites. Depuis des temps immémoriaux, l'homme s'est tourné vers le ciel en se demandant s'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans l'au-delà. L'astronome Carl Sagan a un jour posé la question: quelle est la notion la plus effrayante, celle d'extraterrestres venus d'ailleurs ou celle de notre absolue solitude en cet immense univers? Le docteur Eric Becklin, astrophysicien à l'UCLA, Avec tous les voyages que je fais pour l'observatoire, et on m'a attribué le tout dernier siège disponible. Le 28 avril 1988, Eric Becklin emprunte le vol 243 d'Aloha Airlines à destination d'Honolulu lorsque se produit la catastrophe. Juste au-dessus de son siège, la carlingue commence à se déchirer. J'ai levé les yeux et j'ai tout de suite compris. J'ai essayé de mettre mon gilet de sauvetage, mais je n'y arrivais pas. Il a fallu que je me dise que j'étais un scientifique tout à fait capable de lire les instructions. Je gardais espoir et je me disais que le pilote arriverait à nous poser.
Plus le trou grandissait, moins j'y croyais. Mais on ne cesse jamais complètement d'espérer. Au-dessus de la cabine de première classe, on aperçoit maintenant le bleu du ciel. La décompression est terrifiante, le vacarme assourdissant, et l'équipage est identifié et que nous ne pouvons pas voir. Nous espérons que les neutrinos vont faire office de messagers depuis le cœur de ce processus et qu'ils vont nous dire ce qui se passe. Pour entreapercevoir ces particules chimériques, il nous faut regarder les choses de manière totalement différente. À l'instar de John Carr, le directeur du projet Antares. L'objectif du projet Antares est de voir des neutrinos venus de l'espace. Nous allons procéder à cette expérience en mer à une profondeur de 2500 mètres au large des côtes de Toulon. Antares est un projet de recherche internationale qui ouvre de nouveaux horizons à la science. À 2,5 km sous la Méditerranée, un réseau de 900 photomultiplicateurs attachés à 10 câbles ayant chacun la longueur de 4 terrains de football formera bientôt une grille en 3 dimensions couvrant une vaste zone marine. C'est bien la moindre des choses si l'on veut avoir quelque chance de détecter l'indétectable. C'est le principe de la loterie. Les chances de détecter un seul neutrino sont comparables à celles de décrocher le gros lot avec un seul billet. Mieux vaut acheter une grande quantité de billets, c'est-à-dire avoir un grand détecteur, si l'on veut rester dans la course. Pour mettre toutes les chances de notre côté, Antares est placé tout au fond de l'eau afin de le protéger des signaux parasites et des interférences indésirables. À la différence des autres télescopes, Antares ne regardera pas vers le haut mais vers le bas, traversant le fond de l'eau et la planète entière via le centre de la Terre, utilisant celle-ci comme un filtre à neutrinos. Antares sera toujours incapable de voir ces particules invisibles. Il détectera en revanche un signe de leur passage, un sous-produit appelé muon. En traversant le détecteur, chaque muon laisse dans son sillage une trace de lumière bleue et brillante, un peu comme la marque d'un avion à réaction dans le ciel. Un minuscule indice qui nous met sur la voie du neutrino, alors qu'il poursuit sa course à travers la Voie lactée. Mais il n'est jamais simple de suivre un neutrino à la trace. En février 1987, la Terre est touchée par la lumière que génère l'explosion d'une étoile située à 170 000 années-lumière. Jamais on n'avait vu chose pareille d'aussi près. Au cours de cette journée d'hiver, nous avons tous été traversés par des centaines de milliards de neutrinos. Mais sur ce déluge, seuls 19 neutrinos ont été détectés. Ce que les membres du projet Antares espèrent trouver, ce ne sont un double télescope de conception entièrement nouvelle. Ce sera le télescope le plus puissant qui soit, destiné à voir la lumière que dégagent les planètes des autres étoiles. Mais comment construire le plus vaste assemblage de miroirs au monde? 2 plaques de verre géantes pesant plusieurs tonnes et ne présentant pas la moindre aspérité. À l'université d'Arizona, le Dr Angel et une équipe du laboratoire Steward ont élaboré une solution de l'air spatial. Les miroirs présenteront une structure en nid d'abeille géant avec plus de 1600 alvéoles hexagonales en fibre céramique, semblables aux écrans solaires de la navette spatiale. Des tonnes de verre borosilicate de haute qualité sont nettoyées et méticuleusement inspectées puis soigneusement déposées sur le moule. Le futur miroir brille comme un diamant brut, tandis que l'on descend doucement le couvercle du four. Les éléments de chauffage sont allumés. La température s'élève à plus de 1100 degrés Celsius, la chaleur nécessaire à la transformation de ces tonnes de verre en une vitre géante. Chaque phase est assistée par ordinateur, et le responsable du four gère les ordinateurs et toute l'opération. Tandis que le four accomplit 7 tours à la minute, le verre fondu coule comme du miel en un nid d'abeille géant, et sa surface prend peu à peu sa forme parabolique, idéal pour l'observation de l'univers. Joli.
Après plus de 3 mois de lent refroidissement, les miroirs n'accusent pas moins de 18 tonnes sur la balance. Ce qui ne les empêche pas d'être nettement plus légers et résistants que des miroirs en verre massif. Ils produisent en outre une image de bien meilleure résolution. C'est un bienfait inattendu de cette structure en rayon de miel. Étant donné leur faible poids, ces miroirs refroidissent à la fraîcheur de la nuit. Les anciens miroirs en verre massif, eux, restituaient durant la nuit la chaleur accumulée et l'effet de convection altérait la qualité des images. Après des mois de fraisage, de polissage et de traitement anti-reflet, les miroirs de 8,50 m de diamètre sont bons pour le service. Chacun pourrait abriter 5 voitures garées de front et leur surface est si lisse que les variations sont de l'ordre de 25 nanomètres, soit nettement moins qu'un cheveu humain. De la précision chirurgicale à une échelle colossale. Lorsque le grand télescope binoculaire, appelé aussi LBT, sera installé sur le point stratégique du mont Graham, il sera 10 fois plus puissant et plus précis que le télescope Hubble, notre observatoire le plus sophistiqué à l'heure actuelle. Plus intense que celle de mon corps, qui est un peu frais ce soir. Cette flamme, en revanche, est encore plus chaude que vous ne pouvez le voir ici. C'est pourquoi la radiation infrarouge mesure la chaleur d'un objet céleste. Un autre aspect de l'astronomie infrarouge, c'est qu'elle vous permet de mesurer les molécules caractéristiques présentes aussi bien dans l'espace que dans nos organismes. Le fait de voir ces molécules organiques est un indice de vie éventuelle dans l'univers. Vues à l'infrarouge, les galaxies révèlent une étrange réalité, imperceptible à l'œil humain. Un royaume invisible où l'on peut détecter la plus infime quantité de chaleur. Celle de lointains soleils ou des traces d'hydrogène et de carbone qui sont les signes d'une vie venue d'ailleurs. Mais nos télescopes d'ici-bas sont bien limités. La vapeur d'eau contenue dans notre atmosphère fait obstacle à la lumière infrarouge. Aucune montagne n'est assez grande, aucun sommet assez élevé pour vaincre cette barrière. Le seul moyen de percevoir le monde caché de l'infrarouge, c'est de se placer au-delà des nuages pour l'observer. Récemment, le Dr Becklin a envisagé une approche radicalement différente du problème qui mène l'astronomie infrarouge aux confins de notre planète. Mais c'est là une solution qui pousse le Dr Becklin lui-même dans ses derniers retranchements, car elle ravive des souvenirs obsédants. Des souvenirs qu'il espérait bien enfouis à jamais. En fait, j'étais en retard. Je suis toujours sur la brèche avec tous les voyages que je fais pour l'observatoire, et on m'a attribué le tout dernier siège disponible. Le 28 avril 1988, Eric Becklin emprunte le vol 243 d'Aloha Airlines à destination d'Honolulu lorsque se produit la catastrophe. Juste au-dessus de son siège, la carlingue commence à se déchirer. J'ai levé les yeux et j'ai tout de suite compris. J'ai essayé de mettre mon gilet de sauvetage, mais je n'y arrivais pas. Il a fallu que je me dise que j'étais un scientifique tout à fait capable de lire les instructions. Je gardais espoir, et je me disais que le pilote arriverait à nous poser. Plus le trou grandissait, moins j'y croyais, mais on ne cesse jamais complètement d'espérer. Au-dessus de la cabine de première classe, on aperçoit maintenant le bleu du ciel. La décompression est terrifiante, le vacarme assourdissant, et l'équipage est obligé de communiquer par signes. L'avion est secoué dans tous les sens, mais après bien des difficultés, le pilote parvient à le poser en catastrophe. Il y a un mort et de nombreux blessés. Le docteur Becklin, la sonde Stardust effectue un voyage de 7 ans aux confins de notre système solaire. Nous cherchons en fait à savoir pourquoi nous sommes ici et comment nous y sommes arrivés. La sonde Stardust va rejoindre une comète et recueillir de la poussière dans sa chevelure. Nous pensons qu'il s'agit en fait de poussière d'étoiles, c'est-à-dire de matériaux provenant d'autres étoiles qui, il y a 4,5 milliards d'années, ont donné naissance à des comètes. Décollage de la sonde Stardust, chargée de collecter des éléments sur la formation de notre système solaire. On dirait un largage réussi. Le moteur principal, l'étage s'est détaché et l'on assiste à l'allumage du deuxième étage.
Allumage normal, avec régulateur d'oscillation. Tout semble parfait. Stardust se précipite à son rendez-vous avec la comète Will 2. Elle a pour mission de capter un échantillon de la chevelure de la comète et de le rapporter sur Terre en 2007. Depuis qu'en 1996, l'analyse d'une météorite provenant de Mars a révélé qu'elle contenait des traces de microbes, les chercheurs sont en quête d'indices supplémentaires. Ceci pourrait bien indiquer que la vie est effectivement venue à nous depuis d'autres points de la galaxie. Mais la météorite avait été contaminée en traversant l'atmosphère terrestre. Nous n'avons donc pas de réponse à notre question et le mystère reste entier à ce jour. La vie sur Terre a-t-elle commencé ici? Le docteur Brownlee ne le pense pas. La Terre ne présente pratiquement ni carbone ni eau. Si l'on considère la masse globale de la Terre, ces éléments indispensables à la vie n'existent que sous forme de traces. Alors d'où viennent-ils? Ils sont venus à nous d'au-delà du système solaire. C'est pourquoi nous pensons que ces éléments provenant de comètes sont en fait un matériau universel qui atterrit sur des planètes comme la Terre et y apporte des matériaux organiques, de l'eau et de l'azote. Et l'une des principales questions que nous nous posons est en fait de savoir ce que les comètes peuvent nous dire sur la formation de planètes comme la nôtre et dans quelle mesure elles sont porteuses de vie. À l'instar d'une boule de neige sale, la plupart des comètes sont généralement composées de glace mêlée de roches, de gaz gelés et de molécules organiques. Et l'une de ces comètes est approchée par Stardust. Cette sonde n'est guère plus grande qu'un bureau ordinaire. On pourrait la caser dans le coffre d'une voiture, mais sa mission est de taille. Car Stardust cherche la preuve irréfutable que c'est là-bas qu'a commencé toute vie sur Terre. Pour la première fois depuis que l'homme a marché sur la Lune, des chercheurs tentent de rapporter un morceau venu de l'espace. Mais ce ne sera pas chose facile. Car durant 7 longues années, Stardust devra vaincre le périlleux barrage des débris stellaires. C'est un minuscule voyageur qui tente de naviguer à travers le terrain miné de l'espace. Il est fondamentalement différent de notre monde moderne, parce qu'il en a été isolé pendant des millions d'années. Des efforts sont actuellement mis en œuvre pour explorer ce monde sous-marin pour la première fois. Des chercheurs ont élaboré une solution quasi futuriste pour vaincre la glace de Vostok. C'est extrêmement périlleux. Un forage à pareille pression pourrait être fatal. Agissant comme une crevaison, cette ponction pourrait faire exploser le lac en créant un gigantesque geyser qui signerait la fin tant de l'expérience que des chercheurs. Et même si la percée se passe bien jusque-là, les choses peuvent encore mal tourner. Ce qui nous inquiète, c'est que même si l'on arrive jusqu'au lac, l'expérience risque de contaminer cette masse d'eau de façon irrévocable. Pour éviter cette contamination, la NASA a mis au point une remarquable invention. C'est là que la NASA est entrée en scène, avec un dispositif qui ressemble à un long cigare équipé à son extrémité d'un système de chauffage. Il descend le long d'un câble qui se déroule au fur et à mesure. On peut dire qu'il se fraye un chemin vers le lac en faisant fondre la glace. Mais dans le même temps, la glace se referme derrière lui. C'est donc un aller simple. Par ailleurs, nous pouvons aussi le stériliser durant sa descente afin qu'il soit parfaitement propre une fois arrivé au lac. Et rien ne peut remonter puisque l'orifice ainsi pratiqué est gelé. Une fois le forage terminé, de minuscules robots sous-marins appelés hydrobots exploreront les eaux souterraines du lac Vostok. Ce seront les premiers visiteurs depuis 40 millions d'années. Ils prendront des mesures et procéderont à des expériences. Leurs caméras capteront des images de formes de vie aquatiques demeurées coupées du reste du monde. Si la vie peut se maintenir dans cet univers gelé, privé de lumière, est-ce là ce que nous pourrons trouver sous la surface glacée d'Europe, le satellite de Jupiter? Nous avons sur Terre des créatures qui, transportées sur Europe, seraient à l'aise dans cet océan. Les chances ne sont donc pas mauvaises pour qu'il y ait une forme de vie dans l'océan d'Europe. De la vie peut-être, mais pas exactement au sens où nous l'entendons. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre. Mais s'imaginer que la vie sur les autres planètes ressemble à ce qu'on voit le soir à la télé relève de la fantaisie.
C'est une question de définition. Ce n'est pas forcément la vie telle que nous la connaissons ici sur Terre. Ce n'est pas forcément une vie intelligente. C'est possible, mais on n'en sait rien. Pourtant, même si l'on ne trouvait que des microbes ou des bactéries, ces premières formes de vie, ce serait déjà une percée colossale.